Le retour d'Histoire Crépue, tout le monde banger. Ouais, j'ai désolé, pas d'intro, pas d'intro. Je sais pas trop quoi. On va parler de Ziad et Bouna. Euh, voilà, qui sont des jeunes qui ont été victimes de violences policières et ça a provoqué des émeutes. Ça doit vous rappeler quelque chose. Donc j'ai vu qu'il y avait du coup Histoire Crépue qui a fait une vidéo là-dessus. Et comme je crois qu'on regarde la quasi, voire la totalité des vidéos d'Histoire Crépue, bah évidemment, on va pas passer à côté. Nous sommes le 27 octobre 2005 à Livry-Gargan, en pleine vacances scolaires. C'est le début de l'automne et de nombreux musulmans de France vivent au rythme du ramadan. Zied, Bouna, Muhitine et leurs amis rentrent d'un match de foot. Sur le chemin, 3 d'entre eux s'arrêtent pour s'amuser sur un terrain vague. Ils s'approchent d'un cabanon contenant des outils de chantier. Un voisin les voit et appelle la police. Selon lui, ces jeunes préparent quelque chose de louche. Putain, juste après qu'on ait lu l'article sur les voisins vigilants, je trouve que c'est genre. Je viens seulement de tilter, tu vois, à quel point les putains de voisins vigilants, c'est des dangers. Genre, exemple direct. 2 minutes plus tard, une voiture de la brigade anticriminalité pile devant le terrain vague. Les garçons s'enfuient alors qu'ils n'ont rien fait d'illégal. Mais d'ailleurs, ça me rappelle aussi un petit peu le truc qu'on a regardé il y a 2 jours avec Vincent Lapierre qui se fait Loki agresser par une meuf. Et dès qu'il ramène les flics, ça pète. Et genre, ça devient hyper violent, ça devient le méga bordel. Et il y a des gens qui finissent par. Genre, tu sais, ça crée de la violence littéralement. Mais la vérité, c'est qu'ils ont peur de la police et qu'ils ne veulent pas que leurs parents viennent les chercher au commissariat pour la rupture du jeûne. Personne ne le sait encore, mais dans quelques minutes, Zied Benna et Bouna Traoré vont mourir électrocutés dans un transformateur EDF. À partir de là va démarrer la plus grande révolte urbaine française depuis mai 1968. Une révolte qui va marquer un tournant pour le maintien de l'ordre français, mais aussi pour les militants antiracistes qui vont être obligés d'adapter leurs revendications. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire terrible de la mort de Zied et Bouna et des émeutes qui ont suivi. C'était en 2005, il y a tout juste 20 ans. Exactement, merci Nafta. Villepin, Premier ministre à cette époque-là, hein, pour tous les borders. Bienvenue sur Histoire Crépue, sur cette chaîne on raconte l'histoire coloniale française Sunboy ou Femboy, Eggboy en tout cas, c'est sûr. et l'histoire de l'antiracisme. Nous sommes un média indépendant et on vit grâce à votre soutien financier. Alors si vous aimez nos vidéos, prenez le temps d'aller voir notre... Genre, même quand on avait dig un petit peu ces contenus qu'il avait fait quand il était plus jeune et tout, c'était un peu transcoded, hein, ces histoires. qui permet de politiser les choses et ajouter de la complexité. On en parle dans notre dernière newsletter, allez vous abonner gratuitement. Et je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. Mais retournons le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, pour retracer les événements. Parce que oui, si tu regardes ce react Sunboy, sache qu'on a vu des vidéos super bizarres, complètement shitpostesques, qui étaient, je sais pas, en lien avec le centre Pompidou, j'ai pas compris. On a tout vu. Je me suis basé sur le livre Zied et Bouna, écrit par Gwenaël Bourdon. J'ai également écouté les interviews des frères de Zied et Bouna que vous trouverez en ligne. Et je me suis appuyé sur le témoignage de Muhitine Altoun, le seul des 3 jeunes qui a survécu à la décharge électrique. Et oui, ils étaient 3 dans le transformateur EDF. Zied, Bouna et Muhitine. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, posons le contexte. L'histoire se déroule entre Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois, 2 villes du 93, l'un des départements les plus pauvres de France. Une zone qui concentre énormément de quartiers populaires qu'on appelle les cités. Et dans ces cités sont concentrées des familles souvent musulmanes issues de l'immigration Oui, on sait ce que c'est des cités. post-coloniale. Jacques Chirac est le président de la République. En mai, il nomme Dominique de Villepin. C'est fou comment Sarko a l'air méchant, mais peu importe, tu vois, genre... L'angle, peu l'époque, genre, on rappelle qu'il est en prison, tout le monde, mais c'est une folie quand même, hein. Genre à quel point il a l'air mauvais, tu vois, genre je trouve ça fou, alors que Jacques Chirac c'est vraiment pas un mec qui, mieux, tu vois, genre c'est vraiment pas quelqu'un qui a plus de valeur, genre vraiment pas, tu vois, mais dès que je le vois, j'ai envie de sourire. Premier ministre, qui va nommer Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur. À l'époque, Sarkozy est en train de construire sa stratégie pour se présenter à la présidentielle. Et le ministère de l'Intérieur va lui donner une opportunité en or. Chaque fois qu'un drame fait la une, Sarkozy apparaît devant les Français avec des phrases choc. Petit par la taille, grand par le banditisme, Sarko. Ah bah t'es caté, Chirac, il était grand de par sa taille, parce que je peux savoir, mais Chirac était très grand. Mais grand bandit aussi pour le coup, hein.
qui donne l'impression qu'il est sur le terrain et qu'il gère la situation. Le 19 juin 2005, Sid Ahmed, un enfant de 11 ans, Ah, c'est bien Chirac qui a abusé d'une vieille pour lui voler des sous et tout, genre. est tué par une balle perdue à la Courneuve, dans la cité des 4000. Dès le lendemain, Sarkozy se rend sur place avec une armée de caméras. Et selon Le Monde, il déclare « On va nettoyer au Karcher la cité des 4000 ». Les mots sont durs et font scandale. Vous savez pas? Ah non, c'est Sarko qui a fait ça aussi. Ah mais Sarko il a tout fait, c'est une dinguerie. Sarkozy est à la une. Le 25 octobre 2005, C'est fou ce mec quand même, genre la quantité de trucs sur sa gueule. Ah là là, Bettencourt c'était Sarko, mais non, mais c'est pas vrai. Non mais vraiment, genre c'est une folie Sarko quand même. Genre je pense qu'on ne s'arrête pas assez souvent pour se rappeler à quel point Sarko c'est pas seulement l'affaire libyenne, et à quel point il y en a vraiment plein d'autres. pendant la nuit, alors qu'aucun incident n'est signalé, Sarkozy décide d'aller inspecter le dispositif de sécurité dans une cité d'Argenteuil. En mode brouteur un peu. Évidemment, il est accueilli avec des insultes et des projectiles. Sur le chemin, il s'arrête pour parler à une dame à la fenêtre et il dit la phrase « Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. » Sarkozy est à la Ah là il s'adresse aux voisins vigilants, hein. une. La machine de la surenchère est lancée. Sous Sarkozy, la Ah oui, le police est Karcher là c'est lui, mais ça évidemment je me rappelais que le Karcher c'était lui. C'est genre un des plus grands faits racistes, en termes d'impact que ça a pu avoir genre dans les discours et dans... Enfin, évidemment le truc du Karcher c'est connu pour le coup. Genre Sarkozy qui commence à flirter sévèrement avec l'extrême droite. pour faire du chiffre, pour imposer le respect et la peur aux racailles, quitte à faire des dommages collatéraux. Et justement, comment est-ce qu'on Genre identifie Sarkozy, au-delà de juste le Karcher, c'est surtout pour moi la politique du chiffre. Genre vraiment, Sarkozy, c'est ce mec qui a imposé, avec la politique du chiffre, énormément de violence en fait. Chirac, c'était le bruit et l'odeur, ouais. Genre, la politique du chiffre de Sarko, à savoir en fait le fait que des policiers doivent faire tant de contrôles, doivent arrêter tant de personnes, doivent, peu importe si les gens sont coupables ou pas, tu vois, ça crée énormément de violence. Vous inquiétez pas, Hollande il leur a filé des flingues, hein. une racaille? Ça ressemble On va en reparler des trahisons du PS. RDV jeudi pour la tier list des trahisons du PS. à quoi? Dans le quotidien, il suffit d'être un mec jeune, noir ou arabe avec un survêt pour que la police montre les muscles. Moi, par exemple, j'avais 13 ans à l'époque, j'habitais dans une cité et je les ai vécus ces contrôles, je m'en rappelle très bien. C'est sans doute une des choses qui m'a politisé et amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Au lieu de créer un sentiment de sécurité, la politique de Sarkozy va exacerber la méfiance entre les mecs de cité et la police. Et c'est dans ce contexte que Zied, Bouna, Muhittin et leurs amis rentrent d'un match de foot. Le 27 octobre 2005, ils sont 10 à rentrer du foot. Ils traversent Livry-Gargan avec leurs affaires de sport et s'amusent Il a quand même très bien résumé une idée qui pourtant d'habitude n'est pas si facile à expliquer, je trouve. Ce truc de, en fait, augmenter l'arsenal répressif, créer les conditions sociales, culturelles, politiques pour augmenter la répression. Parce que du coup, créer le sentiment d'insécurité, créer l'obsession sécuritaire, et donc renforce la répression. sur le chemin. Il y a Zied, Bouna et Muhittin, mais aussi Slimane, Amara, Younes, Alexandre, Denis, Michael et Boris. Les prénoms sont modifiés pour préserver leur anonymat. Intéressons-nous aux trois principaux protagonistes. Zied Benna est né et a grandi à Djerba en Tunisie. Il est arrivé en France dans le cadre du regroupement familial, ça fait 1 an et demi qu'il habite dans la cité du Chêne Pointu. Il a 17 ans, c'est le plus jeune fils d'Amor Benna, un homme très respectueux des règles qui travaille comme éboueur à la ville de Paris. Zied, c'est un jeune plutôt timide qui a encore quelques difficultés avec la langue française. On le surnomme Yamakasi parce qu'il escalade les murs comme un chat. Il veut suivre une formation professionnelle, sûrement dans la plomberie, pour travailler avec son grand frère. Ensuite, il y a Bouna Traoré. C'est le petit prince du foot. Il a 15 ans et il habite à la cité de la Pama. Sa famille, d'origine mauritanienne, est installée depuis les années 70. Son père... C'est marrant parce que tu vois, dans n'importe quelle fiction un peu genre teen movies, etc., ce serait vraiment l'équipe idéale, tu vois, pour vivre des petites aventures avec un extraterrestre ou une connerie comme ça, tu vois. Sauf qu'ils sont nés en France et ils sont racisés, du coup il y en a 2 qui sont morts. Seydou Traoré travaille aussi comme éboueur à la ville de Paris. Bouna a un grand frère nommé Siaka et une grande sœur, Fatoumata. C'est un peu la mascotte du quartier et du club. C'est le mec cool réputé pour sa joie de vivre et son énorme sourire. Et enfin, il y a Muhittin,
17 ans, d'origine kurde, il est arrivé de Turquie quelques années auparavant. Il habite dans la cité du Chêne Pointu, comme Zied. C'est un ado qui suit les règles, qui aime le foot et qui a lui aussi quelques difficultés avec le français à l'école. Des ados normaux, comme on en croise dans toutes les villes de France. Ce ne sont pas des délinquants, ils n'ont pas de casier judiciaire et ils n'ont rien de menaçant avec leurs affaires de sport. Ils rentrent juste du foot et passent par la rue Jules Vallès. Une rue très calme avec un terrain vague dans lequel se trouve un petit cabanon. Bouna, Amara et Denis sont curieux et décident de rentrer sur le terrain vague. Le reste du groupe continue sa route, rien de bien méchant. Mais ils ne savent pas que dans la rue, quelqu'un les observe. Un voisin vigilant. De l'autre côté de la rue, un employé du funérarium aperçoit les silhouettes de Bouna et Amara à l'intérieur du terrain vague. Il décide d'appeler la police. Il n'a rien vu d'illégal, il ne parle pas de vol ni de Oh, il a vu des Noirs et des Arabes, c'était suffisant, genre. dégradation, mais il explique que quelque chose de louche se prépare. Juste quelque chose de louche. Mais dans le contexte Nique ta mère, hein, vraiment. répressif de l'époque, cela suffit à déclencher une catastrophe. 17h21, agent Stéphanie K, commissariat de Livry-Gargan. Bac de Livry-Gargan, vous allez vous rendre Jules Vallès, juste à côté du funérarium. Il y a des cabanons de travaux où il y aurait des enfants en train de voler à l'intérieur. C'est reçu? Bien reçu, on s'y rend. En 2 minutes, la BAC arrive. Ils interpellent tout de suite Denis, 14 La BAC ans, qui était resté à l'entrée du terrain. Bouna et Amara s'enfuient. 17h24. pour des gamins qui rentrent du foot, genre? Sébastien M. On a un individu interpellé qui faisait le guetteur devant. Par contre, on a vu un individu partir en courant, donc 2 types africains, un en noir, un en bleu marine. La course-poursuite commence. Bouna et Amara ont rattrapé le reste du groupe. « Courez, courez !» hurle Bouna. « Mais pourquoi ?» demande Zied. « Les keufs sont arrivés, ils ont attrapé Denis. » Effectivement, la voiture de la BAC surgit vers eux. Oui, ils ont du type africain sans problème. « On n'a rien fait, ça sert à rien de courir !» crie Zied. C'est vrai, mais par réflexe, ils sont déjà tous en train de cavaler. Aucun d'entre eux n'a ses papiers sur lui, et ils connaissent les méthodes de la BAC. Ils ont entendu Sarkozy parler des racailles quelques jours avant à la télé. Et Younes se souvient que lors du dernier contrôle, il est resté 4 heures au poste. S'ils se font attraper en plein ramadan, ils vont rater le dîner, c'est sûr. Sans parler des problèmes à la maison. En quelques secondes, le groupe s'éparpille et l'affaire prend une proportion. Oui, parce qu'en plus de ça, vu que t'as tous les médias qui en permanence chient à la gueule de tous les parents en mode genre oh là là, si en fait il y a des racailles, c'est la faute des parents. Vous imaginez bien que ça crée forcément aussi des conditions pour que genre au sein du foyer familial, bah t'évites de faire au maximum des vagues et ça peut vite avoir l'air d'être une immense catastrophe parce que genre en fait avec la pression qu'on te met en permanence aussi, t'as pas vraiment le droit à l'erreur genre. Délirante. 4 véhicules de police sont appelés en renfort. Ils attrapent Alexandre, Michael, Boris. Seul Younes arrive à s'échapper. Il reste donc 5 jeunes en cavale qui se cachent dans le cimetière de Clichy-sous-Bois. Silence. Ils pensent être tirés d'affaire quand un voisin croise la police. Je viens de voir des jeunes, ils étaient 3 ou 4, je sais pas, en train de... Mais c'est quoi en fait? C'est une ville qui est constituée à 95% d'énormes poukis racistes ou... courir là au fond du cimetière. 17h31. Agent Sébastien G. On vient d'avoir l'info comme quoi il y aurait des jeunes qui couraient au niveau du cimetière de Clichy. Nous, on est sur place, rapprochez du monde. Les 5 Monsieur le policier, j'ai vu des noirs, attrapez-les! adolescents ont l'impression d'être acculés. D'un côté, il y a le terrain vague où les policiers les ont coursés. De l'autre, il y a un grillage bizarre avec des structures en acier qu'ils n'ont encore jamais vues. Le bruit d'un frein à main. Alors, rien à voir, vraiment rien à voir, mais anecdote perso, genre, moi quand j'étais étudiante, il y a notre prof de je sais plus quoi, je crois que c'est un prof de traitement du signal en plus, c'était même pas un prof d'élec. Si, ou c'était un prof d'élec, je sais plus. Mais il y a un prof, il voulait nous sensibiliser un peu au danger que ça pouvait être, genre les hauts voltages et ces trucs-là. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a diffusé devant tous les élèves la vidéo de quelqu'un qui meurt comme ça. Genre, du coup, je l'ai vu et c'est gravé dans la mémoire à tout jamais maintenant. Un ref qui pour le coup met ses doigts dans un transfo et qui en... Je peux plus voir ces structures métalliques. La police arrive, c'est sûr. Zied, Bouna et Muit Ah oui, non, le prof est un immense psychopathe, hein, d'avoir fait ça. escaladent le grillage. Amara et Slimane, eux, se jettent à plat ventre dans le cimetière. Les flics aperçoivent les silhouettes qui escaladent le grillage. 17h32, Sébastien G. Ils sont en train d'enjamber pour aller sur le site EDF. Faudrait cerner le coin, ils vont bien ressortir. En même temps, s'ils entrent sur le site EDF, je donne pas cher de leur peau. Hein.
Pendant les 6 minutes Et oui, putain, c'est vrai qu'en plus, ils étaient au courant, les keufs. et 19 secondes qui vont suivre, les bandes radio comportent un blanc durant lequel on n'entend aucun message des policiers. Que s'est-il passé? On ne le saura jamais. Une expertise réalisée par le laboratoire de la police a établi que cette bande n'avait pas subi de modifications après l'enregistrement. Mais on sait qu'à l'époque, beaucoup d'enregistrements étaient défectueux. Pour savoir la suite de l'histoire, il faut se fier au témoignage de Muhitin, le seul survivant. Les 3 ados traversent le site EDF. Ils entendent les aboiements de plusieurs chiens et des bruits de moteurs. Mais où se cacher? Ils trouvent un petit bâtiment à l'écart fermé par une porte pas très haute. Dans la panique, ils ne remarquent pas le panneau « Stop, ne risque pas ta vie ». À l'intérieur, il y a un gros appareil bourdonnant, une sorte Genre, ça m'angoisse de voir ces structures de cons. d'empilement de turbines géantes. Et sur le côté, un tout petit passage où ils vont se faufiler. À l'extérieur, les flics n'arrivent pas à entrer dans le bâtiment EDF. Ils retournent au cimetière où ils attrapent Slimane et Amara. 17h40, Sébastien G. Au cimetière, interpellation de 2 individus, un type africain habillé en bleu marine et un type nord-africain. À ce moment, les 11 policiers se rassemblent avec les Genre, au point où vous en êtes, dites noir et arabe, hein. 6 adolescents interpellés. Sébastien M de la BAC vérifie que Amara est bien celui qui s'est enfui au niveau du terrain vague. 17h42, Sébastien M. Oui, donc on a formellement reconnu les individus, donc on va faire un tour là sur le chantier pour voir ce qu'ils ont dégradé et volé. C'est pas pour voir si ils ont dégradé ou volé, hein. C'est vraiment partir du principe que c'est vraiment des voleurs, des délinquants, et on va constater, tu vois. Genre, enfin... L'interpellation a duré 30 minutes. Les policiers démarrent, direction le terrain vague où tout a commencé. Mais ils ne constatent Alors, tu... aucune trace de dégradation ni de vol. Pendant ce temps, Zied, Bouna et Muhitin sont toujours cachés dans le transformateur EDF. Les 3 garçons sont restés accroupis sans notion du temps, mais ils sont certains d'être en Wesh. Je suis en stream en fait, là, YouTube. retard pour la rupture du jeûne du Ramadan. Après un long moment, ils se regardent et décident de sortir. Muhitin se redresse à demi et puis tout va très vite. Il entend comme un bruit de courant électrique, il se sent soulevé de terre par une force inouïe. Il a à peine le temps de voir les corps déjà inertes de Zied et Bouna. Comme dans un cauchemar, il voit ses vêtements qui brûlent, il se sent glisser, il retombe inconscient. Il est 18h12, dans la ville, la lumière s'éteint. Des protestations s'élèvent dans l'obscurité. Au commissariat de Livry-Gargan, les policiers lèvent la tête, excédés. Encore une coupure de courant. Au bout d'un moment, Muhitin se réveille sous le choc. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il sait qu'il doit chercher de l'aide. Il escalade pour sortir, puis marche. J'ai pas trop comment ils ont été électrocutés. En fait, genre, juste ils se sont cachés dans un endroit où, basiquement, genre le moindre faux pas égale des tonnes de volts dans ta gueule. Genre vraiment, enfin... C'est ce que je te disais, genre, faut vraiment être un ingénieur, et encore, même les ingénieurs qui vont dans ces endroits-là, faut voir l'armure qu'ils portent sur eux pour éviter que ce genre de truc arrive, hein. Moi, en l'occurrence, le gars que j'ai vu brûler, il avait une armure en plus, tu vois. Genre, c'est-à-dire que vraiment, il y a eu ce truc de... genre, le gars, il avait vraiment une turbo-armure en fonte, turbo vénère sur lui, quoi. Ça n'a pas empêché qu'il brûle de l'intérieur. Enfin, genre, vraiment, c'est vénère sa mère. Comme un zombie jusqu'à la cité où il retrouve Siaka Traoré, le grand frère de Bouna. Tout de suite, les grands du quartier comprennent que quelque chose de grave s'est passé. Mais Muhitin n'arrive pas à expliquer. Il est confus, encore sonné par la décharge. Ensemble, ils retournent jusqu'au transformateur pour comprendre. Entre l'électrocution et l'appel aux pompiers, 35 minutes vont s'écouler. Et ça, les flics le savaient très bien d'ailleurs au passage, hein, parce que c'est dans leur bande, hein. Quand les secours arrivent, il est trop tard. Zied et Bouna ont été frappés par un arc électrique d'une intensité équivalente à la foudre. Ils sont déjà morts. Peu à peu, les familles sont alertées. Des cris stridents résonnent dans la cité. Personne ne comprend pourquoi et comment des enfants si calmes et respectueux se sont retrouvés dans un transformateur électrique au moment de la rupture du jeûne. Que s'est-il passé? La police. Pendant ce temps, les autres jeunes sont relâchés du commissariat. Ils retrouvent leur famille la tête basse. Pourtant, ils sont innocents. Le lieutenant de permanence indique qu'aucun délit, ni tentative de délit, n'ont été commis par ces jeunes. C'est très clair. C'est en sortant du commissariat qu'ils découvrent que Zied et Bouna sont morts. Pour eux aussi, c'est le choc. Les questions s'accumulent. Pourquoi se sont-ils enfuis devant les policiers alors qu'ils n'ont rien fait? Mais encore plus, pourquoi les policiers ont mobilisé 5 voitures et 11 agents pour attraper des ados
complètement inoffensif. Est-ce que c'est la conséquence de la tolérance zéro prônée par Nicolas Sarkozy? Est-ce Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais j'ai entendu dire ça il y a pas longtemps et c'était très bien dit. Genre, c'est fou quand même comment je me demande si c'est pas Wissam, tu vois. Genre, à quel point le concept, l'élément de langage tolérance zéro, c'est un truc qui a été adopté facilement, alors que ça veut littéralement dire l'intolérance. Genre, tolérance zéro, c'est vraiment littéralement égal à intolérance. Genre, c'est ça que ça veut dire sur le plan strictement même, genre grammatical, et ça passe. que Zied et Bouna sont morts pour rien? Alors que les familles se rassemblent, la BAC reprend ses contrôles de routine. Mais les jeunes ne peuvent plus accepter les humiliations, les provocations. C'est trop tôt. Ils prennent une pierre, une autre, et commencent à caillasser la BAC. C'est le début des émeutes à Clichy-sous-Bois. Le 27 octobre 2005, la mort de Zied et Bouna va déclencher une des plus violentes émeutes urbaines de l'histoire de la Ve République et même de l'histoire européenne. Dans la nuit du 27, plus de Je sais pas pourquoi, ça me fait toujours chaud au cœur de voir des bagnoles qui brûlent, genre. 20 véhicules publics et privés sont incendiés. 2 classes d'une école maternelle sont dégradées. Le 28 matin, alors que Sarkozy est en Lorraine, les journalistes lui demandent de s'exprimer sur les circonstances du drame. Il explique: lors d'une tentative de cambriolage, lorsque la police est arrivée, un certain nombre de jeunes sont partis en courant. 3 d'entre eux, qui n'étaient pas poursuivis physiquement, sont allés se cacher en escaladant un mur d'enceinte de 3 mètres de haut Qui n'étaient pas poursuivis physiquement, bah parce que pourquoi pas. qui abritait un transformateur. Il semble que 2 d'entre eux se soient électrocutés. À peu près au même moment, le Premier ministre, Dominique de Villepin, est lui aussi interrogé sur la situation. Il s'agit bien sûr d'un terrible drame humain. Selon les indications qui m'ont été données, ce sont des cambrioleurs qui étaient à l'œuvre. Pour les familles, ces Et il y a tous les gauchistes qui sucent la bite à ce mec, hein, parce qu'il a dit du bien de la Palestine une fois. déclarations vont être un choc immense. Au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est passé, De Villepin et Sarkozy commencent d'abord par criminaliser Zied et Bouna. Des cambrioleurs? C'est inacceptable quand on Non, mais De Villepin, c'est vraiment genre l'incarnation de l'antiracisme maintenant, je crois, hein, dans la tête de plein de gens. sait qu'il s'agit d'enfants qui s'amusaient. Mais aux yeux du reste de la France, la police a fait son travail. En gros, des racailles se sont enfuies et sont mortes. Tolérance zéro. Oui, non, et puis même, genre, quelqu'un dans le chat qui dit ça, genre, en mode, c'est vrai, hein, enfin, quand bien même, c'était des cambrioleurs, genre, la mort, les gens, la mort, y a pas la peine de mort en France, hein. Dans le contexte de la surenchère médiatique, l'attitude de Sarkozy et de Villepin ajoute de l'huile sur le feu. Bah Dans toutes oui. les cités de France, la colère gronde. Le 29 octobre, une marche silencieuse est organisée par les familles et les habitants qui portaient des t-shirts blancs avec l'inscription « Mort pour rien ». Les troubles s'atténuent cette nuit-là, mais la situation va s'enflammer encore plus. Le 30 octobre, la tension remonte aux alentours de 22h, quand une ou plusieurs grenades lacrymogènes sont lancées en direction de la mosquée Bilal, à Clichy-sous-Bois, en pleine prière de Ramadan. La police dément cet incident, mais il est trop tard. Mais tu peux démentir l'incident, on a les grenades, en fait, on les voit, on peut les toucher, connard. Cette fois, les quartiers de la région parisienne entière se soulèvent. Le 1er novembre, Dominique de Villepin Et les flics, ils se sont dit, premier réflexe, on va gazer une mosquée, allez. reçoit les familles de Zied et Bouna. Nicolas Sarkozy C'est une folie, le racisme dans ce pays, quand même. s'invite par surprise et met la famille très mal à l'aise. Ils ont l'impression d'une opération de communication avec beaucoup de promesses, mais pas de réelle volonté de désescalade. Le 2 novembre, les familles décident de porter plainte contre X pour non-assistance à personne en danger. L'objectif, c'est d'obliger la justice à ouvrir une information judiciaire. Ce même jour, Nicolas Sarkozy est interviewé par Le Parisien. Nicolas Sarkozy qui est actuellement en prison, rappelons-le, c'est donc de très loin, beaucoup plus un délinquant que Ziad Bouna. Question. Quelle est votre analyse des événements de Clichy et de la Seine-Saint-Denis? Réponse. Cela fait 30 ans que la France a un problème avec ses quartiers. La première génération d'immigrés en France se trouve avoir été mieux intégrée que la troisième. Les grands-parents étrangers se sentent mieux acceptés que leurs petits-enfants, pourtant nés en France, et donc français. Les associations ont À cause de qui? fait un travail remarquable, mais force est de reconnaître que le simple traitement social n'a pas été à la hauteur. Il a échoué. Question. Utiliser des mots comme Karcher, racaille, n'est-il pas contradictoire avec cette démarche? Réponse. Quand on tire à balles réelles sur des fonctionnaires de police, on n'est pas un jeune, on est un voyou. C'est toi le voyou. Il faut arrêter de dire ce sont des jeunes, c'est ainsi qu'on crée les conditions de l'amalgame. La très grande majorité des jeunes Quoi? Oh, comment ça, mais... ne posent aucun problème. Celui qui tire ou qui casse, c'est un voyou. Point. Ça, Donc il mérite de mourir, c'est ça?
Sarkozy persiste et signe. Pourtant, Zied et Bouna n'étaient pas des voyous. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, les émeutes reprennent. Une femme handicapée de 56 ans est gravement brûlée dans l'incendie d'un bus à Sevran. Elle va être sauvée in extremis par le chauffeur, lui aussi issu de l'immigration. Je le précise car Le ref, il a quand même réussi à utiliser le mot amalgame pour justifier son amalgame, genre je pète mon crâne. Hein. les premières victimes des émeutes sont des personnes issues de l'immigration. Et les gens qui vont contribuer Oui, et puis oui, ce discours de les immigrés de deuxième et troisième génération, c'est un PB et tout, c'est un truc qu'on entend mais tout le temps, et encore à l'extrême droite de fou. Hein. Même pas, même dans le centre en fait, même à droite, parfois même à gauche. à apaiser la situation sont aussi issus de l'immigration. Ce n'est pas la police. Le 3 novembre, le procureur de la République ouvre une enquête sur la mort de Zied et Bouna. Mais il Moi, ce que j'adore, tu vois, c'est que si les flics n'étaient pas intervenus, personne ne serait mort. Mais littéralement, genre, il n'y aurait eu aucun problème. Mais c'est quand même les gosses le problème. Genre, c'est quand même les immigrés. Alors que t'enlèves, tu fais la même histoire sans les policiers, tout va bien. répète qu'il n'y avait pas de course-poursuite. Le 4 novembre, mesure inédite, un hélicoptère de la gendarmerie nationale équipé d'un projecteur survole la région parisienne. Je me rappelle très bien de ça, dans ma cité, aux Luttes, à Gennevilliers, l'hélicoptère, il est passé. Et au sol, il y avait les CRS en formation tortue qui nous mettaient les torches sur les fenêtres. Faut bien vous rendre compte que dans les cités, il y a énormément de personnes précaires, Oui, c'est de la gestion coloniale, oui. entassées, et une toute petite minorité de mecs qui participent réellement aux émeutes. Mais pourtant, la police agit sur le mode de la punition collective. Ils ne sont pas là pour protéger les habitants, mais bien pour les C'est littéralement des méthodes coloniales. soumettre. Ça serait complètement inimaginable aujourd'hui dans un quartier majoritairement blanc. Mais nous, on est tellement habitués aux punitions collectives. Bref, le sociologue Mathieu Rigouste était GOAT! lui aussi aux luttes au même moment. Il raconte: le quartier était entouré par des camionnettes jumper de CRS et des équipes de BAC ou de voie publique opéraient à l'intérieur en tirant au flashball sur les passants masqués. En vrai, on pourrait regarder son documentaire à Rigouste, il est dispo sur son site et tout, il est vraiment très très bien. Genre, c'est sur nos corps sont des champs de bataille, un truc du genre. Faudrait qu'on le mate, ça parle justement de ces émeutes-là. Masculins pressant le pas à leur vue. De temps en temps, des pelotons de CRS en formation tortue bloquaient la rue principale, puis se mettaient à ratisser le quartier. Et moi, ça me fait aussi trop rire parce que tu sais, il y a parmi les gens qui me chient dessus, il y a des gens qui me chient dessus sur la meuf, elle croit elle a trop trouvé une solution politique alors qu'elle dit juste aux gens d'aller faire des cantines. Je suis en mode, oui, Mathieu Rigouste, ça fait 20 ans qu'il est sur le terrain. Genre, dans son documentaire, il y a 30 minutes qui sont dédiées aux cantines, tellement c'est important dans le militantisme. De nombreuses chasses, aboutissant à des tabassages et des arrestations, étaient lancées contre des habitants complètement étrangers aux affrontements. Et pendant ce temps, les émeutes s'étendent au reste de la France, touchant environ 300 communes. À Rouen, Lyon, Rennes, Soissons, Lille, Toulouse, Strasbourg et Bordeaux, l'intensité culmine entre le 6 et le 8 novembre, avec un pic d'environ 1500 véhicules incendiés Nous sommes des champs de bataille, merci. C'est disponible sur son site à prix libre. en une seule nuit, majoritairement en province. Dans la panique, le gouvernement décide d'exhumer Je vous ai dit qu'il m'avait fait une dédicace. Je dois être une des 3 seules personnes sur Terre à avoir demandé une dédicace, mais je suis trop heureuse de l'avoir. une loi de l'époque coloniale. Le 8 novembre Aujourd'hui, on 2005, sait si les révoltes pour Noël ont été plus importantes. Je sais pas, j'ai pas les chiffres. Dominique de Villepin décrète Mais je pense que ça va être à peu près dans les mêmes proportions. Mais je dirais que la différence, c'est aussi que... Enfin, à Naël, tu vois, pour les émeutes Naël, il y avait... Comment dire, le dispositif répressif était déjà beaucoup plus important et était déjà beaucoup plus en place et prêt à frapper et prêt à complètement les baiser, tu vois. Enfin, genre, je pense qu'il y a aussi beaucoup ça à prendre en compte. Le fait que la différence de date entre les deux fait que, genre, enfin, il y a eu beaucoup plus de répression, quoi. Ça, c'était militarisé. l'état d'urgence, grâce à une loi coloniale du 3 avril 1955 créée pour lutter contre le FLN pendant la guerre d'Algérie. Grâce à cette loi, les préfets ont l'autorisation d'instaurer des couvre-feux dans les banlieues de toute la France. Gestion coloniale. Franchement, c'est littéralement appliquer une loi coloniale en métropole parce que c'est un quartier d'immigrés. Genre, vraiment, c'est ça. Pour les militants des quartiers, c'est un choc supplémentaire qui montre à quel point la République française n'a pas rompu avec ses habitudes coloniales. Et les émeutes continuent. Le 10
Oui, c'est ça, c'est littéralement des ghettos dans le sens un peu premier de ce qu'était un ghetto, genre. 10 novembre, 8 policiers de Seine-Saint-Denis sont suspendus pour coups illégitimes portés à un jeune de la Courneuve. Le 15 novembre, l'Assemblée nationale proroge pour 3 mois l'état d'urgence. La répression est terrible. Ça, on va en parler du coup jeudi dans la tier list des trahisons du PS, parce que l'état d'urgence, c'est quand même une immense dinguerie. Plus de 2734 personnes seront placées en garde à vue, 597 incarcérées. Il faut attendre le 17 novembre, après 21 jours d'émeute, pour que la police annonce un retour à une situation normale partout en France. L'ordre colonial est rétabli, des centaines de jeunes sont en prison, les familles de Zied et Bouna sont en deuil, et des milliers d'enfants, comme moi, comprennent que la police n'est pas là pour les protéger. Et du côté des militants des quartiers, l'heure est à l'analyse. Ils ont été complètement dépassés par l'ampleur des Il y a vraiment que les blancs pour croire que... Enfin, il y a que les... genre, pour croire que les flics sont là pour nous protéger, hein, vraiment... événements. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que ce scénario se produit. Genre vraiment, n'importe qui, sinon est capable de comprendre que c'est juste la force armée de l'État, point. Depuis l'époque coloniale, des émeutes de personnes issues de l'immigration coloniale Enfin, ça et elle-même. C'est un point qui est aussi important à comprendre, c'est que il y a une vraie... comment dire, je sais plus comment c'est quoi le mot là pour dire que c'est une corporation, quoi, les flics. Genre, l'intérêt des flics passera aussi avant l'intérêt de l'État, en vrai. existe en métropole. On peut remonter au 17 octobre 1961, quand les Algériens manifestent et sont massacrés par le préfet colonial Maurice Papon et sa police d'exception. Ensuite, il y aura les révoltes de Vaux. Et en plus, genre, tu sais, genre, je vois même dans le chat, vous parlez aussi de gestion coloniale, il faut pas oublier aussi toutes les dingueries par lesquelles tout ça s'est passé, hein. Enfin, genre, vous vous rappelez de l'histoire de la... c'est quoi? C'est la Sonacotral, c'est ça? L'entreprise qui, en gros, consistait à devoir fabriquer les bâtiments pour les immigrés. Et en fait, l'entreprise en question, elle était plus ou moins possédée et dirigée par des anciens colons qui ont plus ou moins fabriqué des bâtiments de façon à ce qu'ils soient optimalement surveillables par des colons. Et du coup, littéralement, les banlieues en France ont été construites sur des modèles coloniaux, en fait. Mais ne serait-ce que même dans leur architecture. Sans même te parler, du coup, derrière des différents préfets de police et tout qui ont été placés à ces endroits-là, parce que, soi-disant, c'était des anciens de la guerre d'Algérie, et ils les connaissaient. Du coup, on a mis plein d'anciens militaires ou d'anciens de la guerre d'Algérie, genre, pour faire de la gestion policière et de la gestion coloniale dans les banlieues, en fait. Parce que ils les connaissaient déjà. Genre, c'est vraiment des trucs qui sont arrivés, hein. En Velin en octobre 1990, suite à la mort de Ancien colo qui était aussi d'anciens vichistes, bien sûr, ça va de soi. Mais c'est parce que c'est un peu pareil, hein. Thomas Claudio. Puis la bataille de la Rainerie en 1998, suite à la mort d'Habib Ould Mohamed. En 2002, la mort de Mohamed Berichi et les émeutes de Damary Lélis, et ainsi de suite. Chaque fois, l'État français va sophistiquer des polices d'exception issues d'une tradition de la répression coloniale et spécifiquement affectées aux cités. Le livre La domination policière de Une police raciste. Littéralement. Genre, pas raciste en mode une police qui déteste les Noirs et les Arabes. Non, une police dédiée aux Noirs et aux Arabes. Genre, vraiment une police raciste. Mathieu Rigouste raconte cette histoire en détail. Et n'oubliez pas, Histoire Crépue est un média indépendant, on a besoin de 4500 Je suis trop content chaque fois que je vois. soutiens pour continuer à faire La meuf, elle a lu 5 bouquins dans sa vie dès qu'elle voit un auteur, elle a... nos vidéos, on y est presque, on compte sur vous, rendez-vous sur notre site histoirecrépue.fr. Revenons à 2005, le cercle vicieux continue. La mort de jeunes hommes racisés, provoquée par la police, puis les émeutes et la destruction de mobilier urbain, d'écoles, de voitures. Les émeutiers ne vont pas brûler les maisons. Tous mes respects et tous mes hommages aux familles des abribus, ainsi qu'aux familles des voitures. Ça a dû être une période très difficile, bien sûr. Genre, il y a juste 2 enfants qui sont morts, quoi. Des riches ou les lieux de pouvoir. Les premières victimes sont bien les habitants des cités. Comment expliquer cette Oui, pardon, soutien aux familles des vitrines aussi. autodestruction? Pourquoi les émeutiers détruisent leur propre cité? Dans le livre Révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone, la Ah, c'est marrant parce que j'ai vu un truc, justement, genre hier, qui parlait de, en gros, comment était née la classe ouvrière et qui expliquait concrètement, genre, comment est-ce que la classe ouvrière avait réagi lorsqu'on a détruit ce qu'on appelait le commun pour pouvoir faire, en gros, de la propriété privée dans tous les sens. Et justement, un des premiers trucs qui a été fait, ça a été de détruire certains outils, tu vois, parce que, genre, on voulait leur prendre ces moyens de production, donc ils ont détruit les outils
parce que, ils étaient en train de clairement perdre en autonomie par rapport à ce truc-là, tu vois. Et du coup, la propagande qui s'était basée là-dessus les a fait passer pour des immenses débiles. En mode, ils sont trop bêtes, ils ont cassé les objets. Alors qu'en fait, le vrai réflexe, ça a été un truc de dire, juste, je prends cet objet qui incarne ce truc-là, je le détruis parce que, genre, ça me permet de reprendre du pouvoir sur cet objet, en fait. Psychologue Malika Mansouri Le ludisme, voilà, c'est ça. interroge des jeunes de quartier pour comprendre leur rapport aux émeutes. Elle explique par exemple que l'école apparaît comme le lieu des désirs d'évolution barrés par des mécanismes ségrégatifs, conscients ou inconscients. La plupart des jeunes interrogés décrivent la fin des années collège comme le temps des trahisons de l'idéal républicain et de ses promesses, le temps d'un amour déçu. Beaucoup témoignent des violences symboliques générées par la posture de certains professeurs, et surtout par le choix, pour les enfants dits d'origine immigrée, de leur orientation quasi systématique vers des filières courtes. Moi, je vous avais déjà dit, hein, immense dinguerie, hein. Moi, dans mon collège, sur les 4 générations d'enfants, de la 6e à la 3e, le seul gamin noir s'est fait virer en 6e. Genre vraiment le seul noir de la classe. Et il s'est fait virer parce que, en gros, il avait fait une blague à la prof de latin. Parce que je sais pas pourquoi il était en classe de latin, mais bref. Et genre, il a fait une blague à la prof de latin. Ou peut-être c'était une prof de. Je crois qu'elle était prof de français pour les 6e et latin pour tout le monde. Un truc comme ça, genre. Et en gros, la prof avait pété un plomb et lui avait couru après dans le collège avec une règle pour essayer de le frapper. Et du coup, c'est lui qui a été viré. Pour beaucoup de jeunes, l'école supposée intégratrice est alors déconsidérée et devient l'antagoniste. Il devient nécessaire de s'en méfier, il est vital de défier sa loi. Et cette méfiance va avoir des conséquences psychologiques chez certains jeunes. Le sentiment de dévalorisation peut neutraliser le désir d'apprendre et faire émerger des réactions. Je crois qu'il y avait aussi eu une histoire comme ça où genre il y avait du deal de shit, tu vois, dans mon collège, comme dans tous les collèges. Et en gros, du coup, il y avait commencé à avoir des contrôles, des machins, des trucs qui avaient été faits. Et c'était vraiment parti en couille. Et je me demande, pareil, si c'était pas genre parce qu'ils visaient à fond les petits rebeux, quoi. Et je crois qu'au final, c'était genre une gamine qui avait dû dire qu'en fait c'était elle. Et genre, je crois du coup, on a aussi une gamine en 5e qui s'était fait virer pour deal de shit. Dépressive, agressive ou violente. C'est alors le sentiment d'indignité qui alimente la colère et libère la violence potentielle de ces adolescents, héritiers d'une France ayant systématisé l'injustice instituée dans leur filiation depuis un autre temps. Je vous recommande vraiment de lire ce livre qui permet de sortir de la rhétorique des racailles pour comprendre que ce qui se joue dans une émeute, c'est aussi l'expression de formes de dépression masculine qui passent par la violence et l'autodestruction. D'ailleurs, la majorité des émeutiers ne sont pas connus des services de police. La majorité des émeutiers de 2005 ont entre... Je sais pas si je suis très fan de la take sur la masculinité. Genre, ça me fait un peu un flashback d'Europe Écologie Les Verts qui me met pas très à l'aise. Dans lequel t'avais en gros, pendant les émeutes Naël, t'avais genre des meufs à la Marine Tondelier qui disaient que c'était de la violence masculine concrètement. Et j'étais en mode... bon, comment dire? Alors, c'est pas le problème là, les Russes. Genre, il y a vraiment une dimension raciste en fait au problème. 14 et Lucie Pétavin, pardon. 25 ans et n'ont aucun antécédent judiciaire. Quelles que soient les villes de France où ils habitent, ils y partagent les mêmes problèmes. Déscolarisation, chômage, humiliation incessante, discrimination, racisme et sentiment d'abandon. Alors ils se recroquevillent de plus en plus sur eux-mêmes dans des espaces de plus en plus restreints. Le quartier, la rue, les halls d'immeubles, leur territoire devenant de véritables lieux de relégation, des refuges qui, à la faveur d'une étincelle, peuvent exploser. Leurs parents, souvent pauvres, ne maîtrisent pas toujours la langue française et ont d'autres problèmes. Il y a souvent un écart de compréhension entre les premières générations de parents qui sont arrivés en France et leurs enfants qui y grandissent. Les associations, pourtant nombreuses dans certains quartiers, sont trop occupées à se battre pour survivre face à la baisse des subventions. Elles n'ont pas les moyens de payer et former assez de personnel pour s'occuper des jeunes les plus réfractaires. Et de son côté, la police provoque et harcèle ces jeunes de manière incessante, même quand ils restent tranquilles dans leur quartier. D'autant que les jeunes ne vont pas aller porter plainte. Ils n'ont au fond jamais... Puis ça a vraiment beaucoup changé, quoi. Genre, on n'a pas du tout vu, il y a 2 jours, Vincent Lapierre qui appelle les flics pour tenter d'appréhender une clocharde, et les flics qui décident au hasard de s'en prendre à un mec noir, comme ça, pourquoi pas. Genre, vraiment, ça a totalement changé. Hein.
jamais réellement eu de place dans l'espace public français. Ils n'ont donc aucun scrupule à le détruire. Surtout quand ils savent que dans tous les cas, jamais la justice n'ira dans leur sens. Et l'affaire Zied et Bouna en est encore une fois la preuve. Le 8 décembre 2006, la justice avance dans l'affaire Zied et Bouna. L'inspection générale des services conclut enfin que les deux jeunes étaient bien poursuivis par des policiers, mais déclare qu'aucun manquement à ce jour n'est établi de la part de la police. Le 8 février 2007, 2 policiers sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger, mais l'enquête est clôturée le 30 juillet 2009. Le 22 octobre 2010, les 2 policiers sont renvoyés en correctionnel par des juges d'instruction Même en dessin, ils ont des têtes de fachos, genre. de Bobigny contre l'avis du parquet qui fait appel de cette décision. Le 27 avril 2011, la Cour d'appel de Paris prononce un non-lieu pour les policiers. Mais le 31 octobre 2012, la Cour de cassation annule le non-lieu et renvoie le dossier pour réexamen à la Cour d'appel de Rennes. Le 18 mai 2015, le tribunal de Rennes termine le jugement, il relaxe les 2 policiers qui sont libres. Juste après le verdict, Ça a pris tellement de temps. Genre, attendez, ça a pris déjà, mais tellement de temps. Adel Benna, le frère de Zied, qui est resté calme pendant tout le procès, explose de rage dans la salle d'audience, criant aux policiers et aux magistrats « Vous êtes responsables, vous êtes tous responsables ». Après 10 ans de bataille juridique, les familles sortent écœurées et dégoûtées. Bah, tu m'étonnes. Hein. Zied et Bouna sont-ils vraiment morts pour rien ? Il y a de nombreuses leçons à tirer des émeutes de 2005 et de la mort de Zied et Bouna. D'abord, la stratégie électoraliste qui a poussé Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, à la surenchère médiatique. Il multiplie les provocations télévisées à l'encontre de racailles sans véritablement les définir. Une attitude qui Oui, mais après, ça, c'est pas qu'une question de com, ça s'est vraiment traduit en politique réelle, quoi. augmente la méfiance des jeunes tout en décuplant le zèle des policiers. Le 27 octobre, Zied Genre, c'est pas juste, genre, Sarko était plus raciste que celui d'avant, donc du coup, les flics se sont comportés de façon plus raciste. Même s'il y a un peu de ça. C'est surtout que ça s'est traduit concrètement en des politiques par rapport à la police qui ont augmenté ces violences-là, en fait. Bouna et leurs amis s'enfuient face à 11 policiers et 5 voitures alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ont tellement peur qu'ils se réfugient dans un transformateur électrique où ils vont trouver la mort. Et au lieu de chercher l'apaisement et accompagner les familles dans leur deuil, Sarkozy et De Villepin vont criminaliser les jeunes qui ont pourtant été libérés sans aucune charge retenue contre eux puisqu'ils n'avaient absolument rien fait de mal. La course-poursuite de Zied et Bouna est un exemple parfait de l'hostilité des forces de l'ordre envers les jeunes hommes de cité issus de l'immigration post-coloniale. L'exemple parfait des punitions collectives auxquelles les personnes racisées de France sont malheureusement habituées. Et c'est la raison pour laquelle ce drame va résonner dans les cités de toute la France. Il y a un traitement d'exception dans les cités, un traitement hérité des politiques de répression coloniale qui donne l'impression aux jeunes d'être restés des indigènes de la République. Un sentiment qui devient réalité quand le gouvernement réactive un état d'urgence datant de la guerre d'Algérie. Les mouvements antiracistes, comme SOS Racisme ou le Voilà, c'est pas juste un sentiment, hein, c'est littéralement le cas. mouvement de l'immigration et des banlieues, le MIB, vont être secoués par l'ampleur des émeutes. Il faut mettre à jour le logiciel des luttes. Dans les années qui vont suivre, les émeutes vont accélérer le déploiement de nouvelles pensées antiracistes en France. Notamment les pensées décoloniales qui vont sortir d'une critique morale du racisme pour proposer des transformations politiques appuyées sur l'histoire des luttes anticoloniales. Dans le même temps, les familles de victimes des prochaines violences policières vont repenser leur mode d'action. On le verra avec le comité Justice et Vérité pour Adama, mais aussi de nombreux autres. Mais pour bien comprendre comment et à quel point les émeutes de 2005 ont transformé les luttes antiracistes françaises, il faudrait faire une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et je vais me lancer dans l'écriture. D'ailleurs, n'oubliez pas d'écrire des commentaires si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous avez des corrections ou des compléments à apporter. Il y aurait beaucoup d'autres choses à détailler, je n'ai pas eu le temps de tout résumer ici. Et c'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien. Je rappelle notre Oh, let's go, merci Lorraine Marx pour le raid. Oh, let's go, merci pour les 197 personnes. On a terminé la vidéo de Histoire Crépue. En fait, on a terminé la vidéo d'Histoire Crépue et j'avoue que j'ai pas grand chose à rajouter sur tout ce qu'il vient de nous raconter lui-même. Honnêtement, c'était super intéressant. Enfin, genre, ça a parlé de bons gros pays. Bien. Merci Lorraine, toi aussi, tu t'es chien.
Bref, attendez, je vais couper vite fait la cam sur YouTube, comme ça on est tranquille et puis on est entre nous. Kiss YouTube du coup, n'hésite pas à ton commentaire, like, tout ça, là, les machins, le Tipeee, l'argent, l'oseille, bref.